Chapitre 9. La goutte d'or. Pour sa part, Jean-Jacques se sentait toujours dans le collimateur de ces messieurs très têtus. Les journaux ne parlaient plus de lui qu'en page intérieure. Une interview de ses collègues de bureau avait donné lieu à un déballage de sa vie privée. Toutefois, rien ne permettait de lui faire endosser la cape de grand Manitou de la drogue que l'on essayait de lui coller. Ses amis n'avaient apporté aucun éclaircissement, aucun fait marquant qui aurait pu corroborer la thèse de l'ingénieur chimiste mouillé dans un quelconque trafic. Dillet avait finalement avoué l'avoir eu au téléphone et lui avoir dit de se présenter à la police. C'était le contraire de la vérité. Mais il ne lui en voulait pas. Il était normal qu'il se soucie de ne pas perdre son poste et de ne pas se faire soupçonner de collusion par la police. D'après l'article, cette dernière oscillait entre sa culpabilité et son innocence, si ce n'avait été pour les 200 grammes d'héroïne pure trouvée chez lui et pour cette sortie discrète qu'il avait utilisée. L'attirail technique dont il disposait dans son loft, en cours d'expertise car il n'y comprenait rien, augmentait le côté suspect de cet individu en fuite. Il était incontestable que s'il se constituait prisonnier et donnait les réponses appropriées aux questions que la police se posait, cela jouerait en sa faveur. Il était clair que la police voulait convaincre le fugitif de faire le premier pas pour éviter d'avoir à le rechercher. Mais se rendre signifiait pour Jean-Jacques la privation de ses mouvements et de sa liberté pour une période qu'il ne saurait déterminer, jusqu'à ce que les enquêteurs comprennent, s'ils le comprenaient un jour, l'imbroglio de cette affaire dont il était la victime et non pas le coupable. Et puis, y aller, il voulait bien Jean-Jacques, mais vivant, pas sous la forme d'une galette écrasée par un mastodonte excité jusqu'à la racine des cheveux. Pour l'instant, il préférait mener son enquête lui-même, avec ses propres amis, plutôt que de s'en remettre à la force publique dont il ne pouvait pas savoir si elle était de son côté ou du côté du fric. Il considéra d'écrire au procureur de la République en lui exposant ses soupçons, mais ce serait mettre en éveil ses adversaires sans pour autant pouvoir apporter à la justice la moindre preuve de ce qu'il avançait. Plus il réfléchissait, plus il tournait en rond. Il ne savait pas par quel bout commencer, et s'en tint donc à ce qui était convenu avec Sylvie et avec Marc. Il attendrait que Saïd leur en dise plus sur les mystères de cette chaîne de société d'apparence légale qu'il avait suivie comme un fil conducteur. La maison de Saint-Trope à laquelle elle conduisait leur livrerait peut-être quelques secrets. Sinon, il était dans l'impasse. Il ne lui restait plus alors qu'à tenter de faire prendre en flagrant délit l'équipe des gros bras en prenant d'énormes risques personnels. Il fallait pour cela qu'il aille les chatouiller sous le nez, après avoir prévenu la police du lieu où il avait l'intention de procéder à cette expérience hasardeuse. S'il n'arrivait pas à faire réagir de façon tangible les malfaiteurs, il était sûr de se faire pincer par les flics. Il écrivit une lettre poignante à Laure Gauthier, à qui il devait, quoi qu'il arrive, une explication. Il lui demanda tout d'abord de ne rien révéler à la police, tant qu'il ne pouvait prouver ses dires. Par prudence, il s'en tint à l'histoire de sa découverte, les dépôts de brevets, son désir de les vendre, la visite à Trindex, son refus puis la tentative d'accident mortel sur sa personne et l'intervention d'un groupe armé chez lui. Il jura que c'était cette bande qui avait dû cacher les 200 grammes d'héroïne pure et que le matériel dont parlait le journal n'était que sa fameuse machine et quelques accessoires utilisés pour la fabrication de celle-ci. Pour finir, il lui demanda de concentrer son esprit et de le regarder dans l'image qu'elle avait de ses yeux. Elle n'y trouverait rien qui ait un lien quelconque avec la drogue. Il évita de parler de l'aide de ses amis Sylvie, Marc et de l'intervention en cours de Saïd, pour le cas où Laure estimerait de son devoir de transmettre la lettre à la police. Il ne voulait pas perdre sa confiance. Sa patience serait récompensée. Il saurait amener les preuves nécessaires. Rasséréné, ayant avec soin corrigé toutes les fautes d'orthographe, comme lorsqu'il rédigeait pour elle ses rapports, il se mit en quête de quelqu'un de confiance pour poster cette lettre d'un autre quartier. Il avait été obligé de satisfaire la curiosité de ses nouveaux amis, Joël et Dominique, en leur racontant toute son histoire. Il était partagé entre insister sur sa grande honnêteté, son caractère respectueux des lois, et ne pas froisser leur esprit frondeur en forçant trop sur son côté propre sur lui. Il resta donc finalement campé dans son personnage un peu révolté et perdu que lui donnaient ses vêtements et son moyen de transport inhabituel. Eux s'étaient proposé de faire un tour du côté de chez lui pour renifler le quartier et glaner des informations. Il en profiterait pour poster sa missive. Si les flics en prenaient connaissance, ça les énerverait de penser qu'il se cachait dans son propre quartier. Il les enjoignit à la plus grande prudence et au maximum de discrétion, ne voulant en aucune manière qu'il soit pris dans cette spirale de violence qui se déchaînait autour de lui. Dès qu'ils furent partis, il regretta amèrement d'avoir accepté cette aide. Il passa ainsi des heures à se morfondre, imaginant le pire et se sentant de plus en plus coupable. Il n'avait même pas le loisir d'appeler Sylvie pour qu'elle le rassure ou se fasse avec lui un sang d'encre, et ne put que tourner autour de Mama qu'il finit bien par agacer un peu. Pour essayer de le stabiliser, celle-ci lui prépara un goûter de gâteau de maïs à vous caler l'estomac d'un mammouth. Il ne fut délivré de son angoisse que lorsque les deux kamikazes furent de retour en une seule pièce. Bien qu'ils aient pris leur mission au sérieux après leur promesse de faire très attention où ils mettaient les pieds, ils en revinrent hilars, même si par amitié pour Jean-Jacques, ils se retenaient tant bien que mal de lui éclater de rire au nez. « On est arrivé à Nanterre avec nos tam-tams.
Ça n'a pas traîné longtemps. On a vite fait de repérer ton copain, gros bras. Ce n'est pas mon copain. Vous êtes sûr au moins que c'était lui, réagit instinctivement Gigi. Joël et Dominique devaient s'attendre à cette question car ils partirent à l'unisson d'un grand éclat de rire, prévisible à voir leur mimique amusée depuis le début de la conversation. C'est lui, pas de problème, une gueule de mafieux sicilien. Pas de racisme, Joël, pas de racisme. Tous les Siciliens ne sont pas des mafieux, mon fils, intervient Mama. Oui, Mama, une gueule patibulaire, tu vois, posée sur une minerve bien serrée autour du cou. Pour surveiller la rue, il était obligé de se tourner tout d'un bloc. Joël avait à peine à reprendre son souffle et c'était Dominique qui reprit la suite. Ah oui, et à côté de lui, un autre gros blanc basané. Dominique. Oui, Mama, un autre monsieur de forte corpulence qui semblait être né sous les cieux plus cléments du sud de l'Italie. Mais avec sur la tête un bandage qui lui prenait tout le côté gauche, oreille comprise. L'équipe des gros bras cassés, au grand complet. Et en plus, ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau du sud de la Méditerranée, mis à part l'originalité des blessures. La Sylvie, elle l'a pas raté. Col de cygne. Et toi, avec ton piège à rat grandeur nature, tu t'es certainement fait un ami. Il n'en finissait plus de glousser joyeusement. Et vous trouvez ça marrant que j'ai ces deux forcenés à mes trousses, interrompit Gigi. Attends, ce n'est pas fini. Pour ne pas se faire remarquer, on s'est installé comme si on faisait la manche près de la voiture, et on a entamé notre meilleur morceau avec Dominique. Qu'est-ce que tu crois, dis donc? Au bout de 2 minutes, il y avait un attroupement formidable autour de nous et de la bagnole. Il ne pouvait plus rien voir. Col de cygne essayait de dépasser les têtes en se rehaussant sur ses fesses. L'autre, moins gêné par notre musique parce qu'il n'avait qu'une oreille, a été obligé de sortir de la voiture pour se poster ailleurs. Je peux te dire qu'il est armé comme un porte-avions, mon frère. Au bout d'un moment, enchaîna Joël, notre tintamarre a attiré les keufs. Eux, ils n'ont pas insisté. La voiture s'est éloignée vite fait. Nous, comme notre carte d'ambulant n'est pas valable à Nanterre, on a dû circuler. Ce n'était pas grave puisqu'on avait déjà vu ce qu'on était allé chercher. Mon pauvre Gigi, excuse-moi, c'était très rigolo, mais tu es dans la mouise. Ces deux types ont trop souffert pour te lâcher. Et puis, ils doivent avoir reçu des ordres. Reste ici, tu ne risques rien. Jason surveille la rue. Malgré l'angoisse qui l'étreignait, le numéro de ses deux compères l'avait quelque peu détendu. Il commençait lui-même à apprécier le comique de la situation et n'était pas peu fier, il faut le dire, d'avoir pu infliger avec l'aide d'une fille une bonne rossée à ces deux malfaiteurs armés jusqu'aux dents. Restait à confondre leur employeur. Sur sa lancée, il décida que s'il ne pouvait pas aller visiter la mystérieuse maison de Saint-Tropez, au moins pouvait-il rôder du côté de la Trindex pour y tenter quelque chose. Il rêvait secrètement de faire à Jérôme Trindini la peur de sa vie pour lui apprendre à l'avoir complètement déstabilisé. Son déguisement le faisait ressembler à un livreur de n'importe quoi. Il pourrait passer inaperçu dans l'immeuble de bureau. Il se munit donc d'une grosse enveloppe de papier craft adressée au PDG de l'entreprise avec mention personnelle et confidentielle et d'un carnet à souche. Tout excité, il remplit l'enveloppe à l'aide des journaux relatant ses soi-disant méfaits. Sur le dessus de la pile, il ajouta une feuille de papier, anonyme, sur laquelle il inscrivit en grosses lettres « Boum, tu es mort !» et en plus petit « C'est quand je veux !» Tout en se disant qu'il faisait peut-être la bêtise de sa vie, il ne pouvait s'empêcher de penser que cet homme méritait une bonne leçon. Il aurait été facile d'expédier l'enveloppe par le courrier ou de la déposer à la réception. Ce qu'il voulait, c'était vraiment montrer à Trindini combien il était vulnérable en face d'une personne déterminée qui n'a plus rien à perdre. Il fallait qu'il livre lui-même cette enveloppe à l'étage de son bureau, à sa porte. Il arriva sans encombre à la réception. Un paquet pour monsieur Jérôme Trindini, président-directeur général. Posez ça là, je lui ferai monter. C'est personnel. C'est une rivière de diamants pour sa femme. Je suis obligé de la lui donner personnellement et je dois le faire signer. 23e étage. Demandez à sa secrétaire, répondit la réceptionnaire, rêveuse. Jean-Jacques avait conservé son casque et sa combinaison. Il emprunta l'ascenseur rapide qui ne s'arrêtait qu'à partir du 20e, trouva le bureau de la secrétaire du PDG et lui demanda « Je dois le voir pour faire signer. »« Vous ne pouvez pas le déranger, dit-elle en regardant instinctivement du côté de la porte de son patron. Laissez-moi ce paquet. C'est personnel, argua-t-il avec un fort accent en se dirigeant immédiatement vers la porte en question. Comme s'il ne comprenait rien à ce qu'elle lui disait, peut-être à cause du casque, il poursuivit sa marche, entra et alla poser le paquet sur le bureau d'un Trindini ébahi de l'interruption. Sans laisser à personne le temps de réagir, il fit demi-tour et quitta le bureau. Tant Trindini que sa secrétaire furent convaincus d'avoir affaire à un imbécile et le laissèrent partir, contents d'en être débarrassés. Jean-Jacques se dirigea posément vers les ascenseurs en consultant son carnet à souche, comme pour préparer sa prochaine livraison. Quittant l'ascenseur au 20e, il s'engouffra dans les toilettes et en 1 minute enleva casque et combinaison qu'il rangea soigneusement dans un sac plastique à l'enseigne de Décathlon. Recoiffé et vêtu plus normalement, il chaussa ses lunettes et, avec un grand calme apparent, continua sa descente par un autre ascenseur, se mêlant aux visiteurs des autres entreprises. À peine arrivé au rez-de-chaussée, il croisa 2 vigiles qui, en petite foulée, se dirigeaient vers les sorties pour y dévisager tous ceux qui passaient la porte.
Leur instruction avait dû être conforme à ce que Jean-Jacques avait prévu. Rechercher et arrêter un livreur avec casque et combinaison. Il n'eut aucun mal à passer. Il emprunta la passerelle et marcha jusqu'au centre commercial où il récupéra sa moto le plus simplement du monde. Lorsqu'il eut mis un bon nombre de kilomètres entre la Défense et lui, il se permit de souffler. Une chose était certaine, Jérôme Trindini n'allait pas attirer l'attention sur lui en appelant la police. S'il se mettait à croire réellement à la menace, il lui faudrait donc faire appel à un service d'ordre privé. Et cela allait pas mal compliquer sa vie professionnelle. Jean-Jacques partit d'un grand éclat de rire, heureux de sa blague, pas sûr toutefois qu'elle contribue à l'amélioration de sa situation. Il fit un résumé des découvertes faites par ses amis percussionnistes et de son intervention personnelle et alla chez Cybertati pour l'expédier au site codé de Marc. Il s'attendait à quelques remontrances de sa part pour les risques qu'il avait pris. Mais après tout, Marc en prenait bien des risques. Pour lui, et Saïd aussi. Alors, pourquoi resterait-il dans les jupons de Mama? Que pourrait-il faire d'autre pour s'en sortir? Par chance, au retour, il croisa Nadia qui, d'une œillade appuyée, le tira de sa déprime rêveuse. Ses cheveux, ailes de corbeau naturellement lisses et tirés en arrière, mettaient en valeur ses yeux en amande à la limite du bridé. L'un comme l'autre surprenait car la complexion foncée de son visage aurait laissé supposer des cheveux frisés et des yeux moins allongés. L'irisation de ses prunelles allait du marron clair au doré, ajoutant à l'originalité des traits du visage de cette surprenante jeune fille. Il ne put se retenir de prendre par le bras la belle métisse, tout en avançant dans les rues étroites de la Goutte d'Or. Son parfum, Angel, lui allait très bien. Sa fragrance caramel se fondait parfaitement avec la couleur cuivrée de sa peau. Il aurait préféré traverser tout le quartier à pied plutôt que d'écourter cet instant sublime. Elle non plus n'était pas pressée de quitter le bras vibrant et le profil craquant au regard bleu masqué par une chevelure abondante de ce blanc blond à l'air perdu dans un monde de brutes. Son instinct maternel lui dictait probablement de ne pas le lâcher, et sa féminité exacerbée se concentrait dans cette partie de bras en contact avec lui. « Tu as toujours tes parents ? Moi les miens voyagent tout le temps, je ne les vois presque jamais. » Non mais pourquoi avait-il dit ça ? La phrase lui était venue inconsciemment. Était-ce un remake de l'antique phrase du dragueur des années 50 ? Vous habitez chez vos parents ? Cette fille paraissait-elle quelque part manquer d'affection ? Ou voulait-il lui dire que sa propre maman lui manquait ? Les mots qu'il venait de prononcer lui restaient en travers de la gorge. Il était mal parti dans la conversation. Il eut l'impression très nette qu'il était en train de rougir. « Ma mère habite avec moi. Elle tient le restaurant traiteur vietnamien sur le boulevard. Mon père est mort, je crois. Il est parti il y a longtemps. C'est un Marines américain. Avant, il nous écrivait un peu. Depuis la guerre du Golfe, plus un mot. On n'était pas très proches, répondit-elle, un rien nostalgique. Je comprends. Tu n'oses pas chercher à savoir, ajouta-t-il, masquant son mal-être dans son regard bleu profond. On ne peut pas le savoir. Maman n'a aucun papier la liant à lui. Moi non plus. L'armée américaine ne délivre aucun renseignement sans papier. C'est le blackout total. C'est pour ça que je pense qu'il est mort. Excuse-moi, je suis indiscret. Tu habites dans l'immeuble de Mama, avec ta mère? Tu n'as pas de petite amie? Beaucoup de questions. À la Goutte d'Or, les étrangers ne posent pas de questions. Bon, excuse-moi encore. C'était juste pour faire la conversation. Décidément, je suis à côté de mes pompes ces temps-ci. Ça y est, il était dans l'impasse. C'est toujours quand une fille te plaît vraiment que tu te plantes, se dit-il, en accentuant involontairement son air perdu qui plaisait tant à Nadia. Non, ne t'en fais pas. Je te mettais en boîte. Je suis très contente de me promener avec toi. Tu dors chez Mama? Combien de temps vas-tu rester? Bonne question. Demande au keuf, comme on dit ici. Je ne sais pas quand je pourrai donner aux enquêteurs la preuve de mon innocence. Quelques amis m'aident. On verra. Hier, j'étais vert d'angoisse, pressé d'en finir. Aujourd'hui, ça va mieux. Là, tout de suite, je ne veux plus jamais partir. Je veux que le jour s'arrête et que tu me permettes de me noyer dans la mer de tes yeux. Pour la baignade, les tiens ne sont pas mal non plus, répondit-elle, tandis que ses yeux se débattaient pour échapper à une tension qui devenait de plus en plus personnelle. Voulait-elle vraiment s'échapper, se demandait Jean-Jacques. En tout cas, elle ne rompait pas le contact de son bras qui provoquait chez lui une réaction inavouable à la longue. Son esprit avait encore fait un choix de mots tendancieux, se dit-il. À ce train-là, il n'osait plus la regarder dans les yeux de peur qu'elle ne voie dans les siens l'animal qui commençait à ramper hors de lui. La nuit n'était pas proche pourtant. Qu'à cela ne tienne, il était capable de rester ainsi indéfiniment et d'attendre. Attendre? Quoi? La nuit? L'animal? La fin du cauchemar? Quel cauchemar? Un ange a tout fait disparaître. Surtout, ne pas bouger. Ça pourrait le faire envoler. Leur visage était déjà si proche qu'il aurait suffi à Jean-Jacques d'une légère volte-face pour prendre cette bouche délicieuse qui ne lui semblait pas prête à articuler le mot « non ». Présomptueux. Le terrain lui fut favorable. Il heurta un pavé, dut se rattraper légèrement au bras de Nadia qui l'attira vers lui dans le mouvement. C'est elle qui fit le minuscule bout de chemin qui restait à parcourir pour effleurer ses lèvres du bout de la langue légèrement dardée. « C'est tout ce que tu auras, ça t'apprendra, dit-elle, espiègle et sûre de son effet. Mais j'ai glissé, c'est tout. Méchante. Elle, un ange, mon œil. Une ensorceleuse, oui.
L'inévitable Jason ne manqua pas de les apercevoir, ce qui prouvait au moins qu'il contrôlait bien la rue. « Oh Gigi, toi au moins tu assures, man !»« Cool, Jason, cool !» Impossible de se perdre avec ce petit monde qu'il avait pris en sympathie et le surveillait mine de rien, pour son bien. Ils finirent par arriver chez Mama, et Gigi dut troquer ses fantasmes éthérés contre un sourire chaleureux à l'adresse de sa charmante hôtesse. « Tu passeras après dîner ?» dit-il en lâchant à regret son bras. « Si j'entends du bruit, répondit-elle. Ce n'est pas du bruit qu'ils font, mais de la musique. » Il avait tout de même eu le dernier mot. Mais avec une femme, était-ce bien intelligent ?